Bonjour à tous, bienvenue. Les relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria sont devenues très difficiles depuis la nuit du lundi 19 août au mardi 20 août dernier. C'est le moins qu'on puisse dire. Les impacts sur la vie socio-économique au Bénin ne comptent plus. La raison de la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins, du moins une restriction de la circulation des biens. Pour parler de ce sujet important, nous avons invité deux grands connaisseurs de ce pays, le Nigeria, connaisseurs donc des relations politiques, diplomatiques et économiques avec notre pays, le Bénin. Le professeur John Igué est l'un de nos invités. Bonjour professeur John Igué. Bonjour monsieur. On ne vous présente plus, tout comme le journaliste senior Souli Siaka. Bonjour. Merci Virgile, bonjour. La première question, c'est à vous, Souli Siaka. Quel est l'état des lieux aujourd'hui depuis la fermeture de cette frontière, depuis cette nuit du 19 au 20 août dernier? Je pense qu'on devrait d'abord prendre en considération la décision du Nigeria. Sous quelle forme? Le Nigeria a l'habitude de fermer les frontières ici ou là. Mais n'oubliez pas que cette fois-ci, c'est une décision fédérale qui concerne 29 États. Et ça signifie qu'il y a eu une décision très claire, un but bien visé, avec une interpénétration en termes d'activité de toutes les structures, que ce soit la sécurité, les douanes, le ministère de l'économie, le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas une fermeture comme celle... Ce n'est pas une fermeture absolue. Non, ce n'est même pas absolu. Et Obasanjo avait déjà montré comment il pouvait fermer la frontière entre les deux pays lorsque les deux pays sont en crise. Mais d'abord, c'est une fermeture qui ne concerne pas seulement le Bénin. Bien sûr. Il faudrait également ne pas trop considérer cela comme un clash diplomatique entre le Bénin et le Nigeria. C'est le Nigeria qui prend des mesures coercitives pour pouvoir contrôler ses frontières sur un certain nombre de produits. Et ça, je pense que John, je parle du professeur Igué, et John tout à l'heure va vous donner plus de précisions là-dessus. Donc, nous devons tenir compte et du fait que c'est un acte de souveraineté politique, mais surtout économique de la part du Nigeria. Et le contexte ne doit pas non plus nous échapper. Je veux dire que le président Buhari vient à peine de mettre en place, ses ministres viennent de prêter serment. Après son second mandat. Pour son second mandat, le début de son second mandat, et il doit montrer qu'il n'est pas le laxiste que tout le monde pense. Tout cela rentre dans ce cadre, sans compter ce que je pourrais appeler les visiteurs du soir, comme les Dangote et autres, qui ont leur mot à dire, et qui ont eu leur mot. Dans cette fermeture, enfin, dans ce qu'on vit aujourd'hui, cette restriction... Dans cette décision, c'est d'abord un intérêt économique, et ce sont les économistes, les hommes d'affaires, qui ont initié peut-être... Qui ont influencé. Qui ont été les premiers décideurs à la base. Professeur John Igué, Souli Siaka disait tantôt que c'est un acte de souveraineté du Nigeria. Mais n'est-ce pas un acte qui violerait les protocoles de la CEDEAO? Bon, le Nigeria a dit officiellement qu'il veut faire un encadrement douanier, militaire et policier. Et que pour assurer cet encadrement, il a besoin d'avoir une situation sociale assez claire et assez nette. Donc, la raison que le Nigeria justifie, avance aujourd'hui pour fermer la frontière, c'est la raison de cet exercice de formation des cadres chargés des questions frontalières. Donc, c'est la raison. Et donc, est-ce que même une raison comme celle-là cette raison donne ce droit-là ne concerne pas seulement le Bénin, ça concerne tous les États
frontaliers du Nigeria. Effectivement, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas une information préalable pour dire je vais organiser une série d'exercices à caractère militaire qui exigent que je ferme mes frontières. Ça est tombé comme ça. Effectivement, cette fermeture est en contradiction avec la loi de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Le Niger ne peut pas faire cela sans avoir l'aval de la CEDEAO. Mais vous savez, les relations du Nigeria avec les autres membres de la CEDEAO sont souvent pas au beau fixe. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Nigeria joue au condescendant. Donc le Nigeria utilise sa capacité économique et peut-être ses forces politiques pour s'imposer aux autres États. Toujours est-il que, quelles que soient les motivations qui justifient cela, ça va avoir des conséquences pour les États souverains limitrophes. Et pour le Nigeria lui-même. C'est que mon ami Isaac a dit par rapport aux pressions des opérateurs économiques nigériens sur le gouvernement. Cette volonté existe depuis longtemps. Depuis longtemps. Tous disent depuis plusieurs années que les pays limitrophes les empêchent de réaliser leur politique économique. Et que s'ils ne prennent pas en considération ces facteurs, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur ambition politique. Donc pour eux, c'est un acte de souveraineté. Mais cet acte de souveraineté a des conséquences sur le voisinage sur et sur le Nigeria lui-même. Et sur le Nigeria lui-même. Bon, mais on va attendre pour voir, puisqu'ils ont dit que c'est pour 28 jours. 28 jours. Mais on va voir. En attendant, Souley Siaka, décryptons les raisons. Quand on avance les raisons de sécurité, le terrorisme dans la sous-région, et on avance en même temps l'économie, le carrefour est difficile à trouver. Pour le terrorisme, par exemple, le Nigeria n'aurait jamais dû décider à lui tout seul de lutter contre ce phénomène. Non, je pense que on pourrait avoir un raisonnement diplomatique à part et un raisonnement politique. Donc, le raisonnement politique, John l'a déjà dit, ça flotte un peu. On ne sait pas, le Nigeria ne se considère pas comme un membre à part égale. Avec les autres. Avec les États de la CEDEAO. Avec les États de la CEDEAO. Pour parler clair, il ne considère pas les autres vraiment. Non, il les considère, mais il ne les considère il a un complexe de supériorité. Que par rapport à sa force. Que par rapport à sa force. Et les pays, entre pays, il n'y a pas d'amitié. Non, il y a pour aller dans les intellectuels nigériens qui conseillent le gouvernement dans le cadre de Nigeria Institute of International Affairs, qui gère toute la diplomatie nigériane, ont écrit qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a que deux puissances, la France et le Nigeria. La France. Et le Nigeria. C'est de l'ironie. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui touche les États francophones de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria préfère négocier avec Paris qu'avec ces États-là. Parce qu'ils savent que ces États n'ont pas la décision concernant leur avenir. Que tout se gère à Paris. Et ce qui les a courroucés ces derniers temps-ci, c'est le fait que Ouattara et Macky Sall soient allés voir Macron pour dire qu'ils vont transformer le franc CFA en euro, sans que cela ait fait l'objet d'un débat collectif. En écho plutôt, vous voulez. En écho. Vous voyez? Bon, qu'ils vont transformer le franc CFA en écho. Et c'est là à Paris qu'ils ont fait la déclaration. Exactement. C'est ça qui confirme l'assertion des Nigériens en disant qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a que deux puissances, le Nigeria et la France. Donc, vous comprenez pourquoi ils ne tiennent pas compte des intérêts des autres États. Peut-être vous êtes là en train de revenir déjà sur les non-dits de cette décision de fermeture de la frontière. Mais on va y revenir. Vous seriez donc les raisons, Souley Siaka. Oui, je vous donne un exemple clair. Lorsque
la France a voulu faire dévaluer le franc CFA. Les pays francophones ne comptaient que pour du beurre. On les a appelés les pays d'Afrique francophone, alors que la France a envoyé des délégations déjà au Nigeria pour dire au gouvernement nigérien, nous allons dévaluer, mais nous allons vous rembourser votre argent parce que le Nigeria est un pays, et on parle de l'Institut, disons, des affaires internationales, etc. Mais cet institut conseillait le gouvernement nigérien depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. C'est un pays constant, hein, le Nigeria. J'ai l'impression que nous, les francophones, nous avons toujours vu, et surtout les Béninois, nous avons toujours vu le Nigeria à travers le prisme du Igbo qui est en train de vendre des trucs dans la rue. Un pays de désordre. Le Nigeria n'est pas un pays de désordre. Le Nigeria, sur certains plans, on sait aujourd'hui que sur le plan intellectuel, c'est-à-dire sur le plan de la recherche, c'est un pays constant. Sur le plan des brevets, c'est un pays constant. Sur le plan militaire, c'est un pays constant. On sait, n'importe qui ne devient pas n'importe quoi au Nigeria, que ce soit. Donc, il y a toujours cette non-connaissance du Nigeria qui m'époustoufle lorsque vous parlez avec des Béninois. Et on a toujours l'impression que c'est le Igbo ou bien le fond croit toujours que le Nigeria c'est le Yoruba. Et alors donc on n'a même pas. Est-ce qu'on peut me dire s'il y a une cellule d'études du Nigeria au ministère des Affaires étrangères? Alors que voilà un pays le plus gentil de tous ceux qui ont écrit des articles ces jours-ci à propos de la fermeture, on parlait de 20% du budget que le Nigeria contribue à 20% au budget national du Bénin. Mais c'est gentil. C'est gentil. Nous ne parlons pas du tout de l'informel. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, on constate que le Nigeria il ferme les frontières jusqu'au nord. C'est ça qui est le dernier chose. Alors qu'avant, on a toujours fermé les frontières de la partie méridionale. Vous avez justement parlé de 29 États, compris États nigériens. Quels sont les États? Uniquement les États frontaliers? Oui, tous les États qui ont de frontières en partage avec les pays voisins. Et qui bénéficient ou approvisionnent ou dépendent de ce trafic, de ce flux. Parce qu'en fait, ce n'est pas un trafic. Et moi, je suis Yoruba de Porto-Novo. Les gens m'appelaient Fayawa quand j'étais petit. Toute notre génération a été appelée C'était Fayawa. Un cliché. C'est-à-dire contrebande. C'est un cliché, mais c'était tout simplement ne pas tenir compte que c'est ces Fayawa-là qui ont créé Dantakwa. Donc ça veut dire que le poumon de l'économie, c'est-à-dire que des populations qui avaient, disons, easy way, easy going, ils s'échangeaient. Mais les gens croient toujours que c'est Porto-Novo. Porto-Novo n'est rien sur le plan des échanges culturels avec le Nigeria. Porto-Novo ne pèse pas. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans les collines. Eux, ils ont des accès directs avec un Nigeria culturel, un Nigeria économique et un Nigeria géographique. Peut-être traditionnel aussi. Et traditionnel. Et donc, ils sont beaucoup plus proches. Moi, j'ai été très surpris de voir, quand j'ai été à Banikwara, dans tous ces pays où j'étais souvent, dans toutes ces régions à cause des radios communautaires, de voir quel était l'impact qu'il y avait que le Nigeria avait, que le commerce du Nigeria avait. Donc, en fait, c'est le Bénin qui s'y est mal pris. Écoutez, on parle Nigeria. Lorsque Dangote, en juin dernier, a fait une sortie en disant aucun pays ne peut se développer s'il a le Bénin comme voisin. C'est ça d'abord l'une des phrases qu'il a sorties en disant parce que c'est organisé, etc. Eh bien, est-ce que vous savez, est-ce qu'au Bénin, est-ce qu'il y a eu une réunion de crise? Est-ce qu'on a tenu compte de qui est Dangote par rapport au président Boari? Est-ce qu'on a essayé de voir comment Dangote a organisé le patronat nigérian? Parce qu'on croit que parce qu'ils sont seulement à Oussa. Et qui a fait la fortune de Dangote? C'est un Yoruba qui s'appelle Obasanjo. Absolument. Qui a fait la fortune de Absolument. Dangote.
Donc, qui connaît assez le Nigeria? Où sont les cellules de réflexion? Et c'est là peut-être que je vais attaquer mon ami Igué en lui disant qu'il s'est trop borné à l'économie. Il a trop travaillé sur l'économie dans les relations entre les deux. Il faut maintenant qu'il élargisse et qu'on sache où sont les comités bénino-nigérians en tel domaine, normalement avec le poids que le Nigeria a sur notre quotidien, eh bien on devait avoir tous les domaines possibles qui devraient avoir des cellules bénino-nigériennes. Professeur John Igué, est-ce que le Nigeria peut atteindre son but malgré ces mesures-là? Le Nigeria peut atteindre son but avec ces situations de frontières poreuses qu'on connaît entre les deux pays? Bon, la fermeture des frontières dans aucun pays du monde n'est hermétique. Hein? Ça, c'est extrêmement important. C'est une décision purement politique qui ne tient pas compte de la profondeur des relations historiques. Donc, c'est souvent quand on a fermé la frontière que les circuits informels se prospèrent. Vous voyez. Le circuit informel, c'est-à-dire le failleur va toujours trouver son chemin. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que beaucoup de gens vont s'engager dans les relations commerciales Bénin-Nigeria aujourd'hui parce que ils ne peuvent plus rendre compte à qui que ce soit prétextant de la fermeture des frontières. C'est extrêmement important. En fait, c'est un contre-effet, vous trouvez? Bon, la fermeture des frontières autour du Nigeria a toujours favorisé une certaine couche de la population. Mais l'inconvénient de ça, c'est que les profits qu'en tire officiellement l'État ne peut plus en tirer aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Tous les postes douaniers qui sont le long de la frontière Bénin-Nigeria sont sommés tous les mois de déposer tel montant au trésor public. Maintenant qu'on a fermé, personne ne déposera plus un seul franc prétextant de la fermeture des frontières. Pendant ce moment, beaucoup de ces douaniers vont se muer en des grands opérateurs économiques sans rendre compte à qui que ce soit puisque la frontière est fermée. Donc la fermeture des frontières a un caractère ambigu sur lequel il faut insister. Et son impact n'est pas seulement, ne s'exerce pas sur les pays frontaliers, ça s'exerce aussi sur les pays nigérians. Pourquoi? Le Nigeria a un problème profond de devises pour commercialiser avec l'extérieur. Le manque à gagner lui provient des échanges frontaliers sur l'ensemble de son cordon frontalier. Donc, tous les opérateurs qui agissent ici aident le Nigeria à collecter le franc CFA qui rentre au Nigeria pour aider le pays à minimiser les déficits des réserves de change. On l'a vu pendant les grandes crises du Nigeria des années 80 à 90. Franchement, où les opérateurs économiques nigériens ont transféré leurs affaires sur le territoire des pays frontaliers, Cameroun, Niger, Bénin, ainsi de suite. Et ces opérateurs, tout ce qu'ils reçoivent comme bénéfice de leur activité sur les territoires francophones servent à compenser les déficits des réserves de change. Vous voulez dire que l'informel nourrit également l'économie nigériane? Absolument. Donc la fermeture des frontières, là, elle n'a pas pour conséquence que les pays limitrophes. Elle touche aussi le Nigeria. D'accord. Elle touche aussi le Nigeria. Regardez, prenons le cas du Kwayo. De la mer jusqu'au nord, toutes les stations d'essence sont alignées sur des kilomètres et des kilomètres. Au Nigeria. Si vous regardez à Krake, la partie nigériane qu'on appelle Kouimé, vous avez au moins une dizaine de stations qui sont proches de la frontière. Vous allez à Idiroko, pareil. C'est comme si les stations étaient construites pour les Béninois. C'est comme si c'est construit pour la consommation béninoise. Donc, tous ceux qui sont à la base de tout cela, c'est ceux qui dirigent les Nigériens aujourd'hui, c'est majoritairement les militaires. Donc,
Si la fermeture se met en place, ces stations ne vont plus fonctionner comme avant. Donc, la vente de l'essence d'origine nigériane sur le territoire béninois et les territoires du Niger et les territoires du Cameroun va diminuer. Alors, donc, qui perd? C'est d'abord ces opérateurs qui ont les stations-service le long des frontières. Nous-mêmes, nous perdons sur beaucoup de points. Vous voyez, depuis qu'on a fermé la frontière, les 5 paillots est devenu 500 francs CFA le litre. C'est 600 à partir de Alada. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accéder à les 5 paillots aujourd'hui, nous sommes obligés de sortir plus d'argent. En sortant plus d'argent, notre capacité à économiser diminue. Même les frais de transport. Donc notre capacité à soutenir la production béninoise à travers la consommation diminue. Or, vous savez quel est le rôle que joue l'énergie. Et une énergie comme le pétrole, c'est extrêmement demandé par tout le monde. Donc quand le prix se multiplie par 2, ça joue sur notre capacité à consommer et à soutenir l'économie. C'est extrêmement important que l'on voit ça comme ça. C'est extrêmement important que l'on voit ça comme ça. Et on pourrait ajouter, John, on pourrait ajouter que le Nigeria, les réserves de change en devise du Nigeria, le CFA vient en tête, contrairement à ce que les gens croient. Oui. Ah bon? Oui. La Banque centrale du Nigeria a une réserve extraordinaire de CFA, capable de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Et comment ça s'explique? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les opérateurs économiques nigériens qui opèrent sur les territoires francophones. Mais d'abord, à la base, ces opérations, c'est dans l'informel ou le formel? Non, mais pourquoi? C'est ça que je vous dis. Quand vous parlez de contrebande, c'est ici que vous parlez de contrebande. Eux ne parlent pas de contrebande là-bas. Il n'y a pas de contrebande il n'y a pas d'essence le long de la frontière. Non, c'est des militaires qui, à l'heure... D'abord, le Nigeria est un pays très organisé sur le plan de la corruption. C'est-à-dire qu'il y a même une corruption d'État. Pendant longtemps, il y a des groupes qui avaient soit des quotas, etc., que ce soit la marine, que ce soit etc. Ils ont des quotas. Bon, et donc ils ont beaucoup d'argent. Ils viennent, c'est des militaires. Indépendamment même du rôle des militaires, tous les réseaux marchands qui sont impliqués dans ces relations d'affaires avec le Nigeria sont des mêmes familles. Donc c'est à l'intérieur de ces réseaux, Hausa, Fulani, Kanuri, Yoruba, Ibo, il n'y a pas de distinction entre Béninois et Nigériens. Ce qui est le plus important, c'est que je suis Hausa et je suis Kanuri, je suis Yoruba ou je suis Ibo. Peu importe le territoire à partir duquel j'opère. C'est ça qui explique que le Nigeria a une capacité de réserve en CFA aussi élevée. Je vais vous raconter une histoire que je raconte un peu partout à mes amis. J'ai voyagé un jour, je venais du Tchad. Je ne voyais pas la route. Et à Kousseri, sur le territoire camerounais, qui est au frontalier de N'Djamena, du Tchad, un commerçant rentre dans le même taxi avec moi. Et il exhibe, pour passer la frontière du Cameroun, un passeport camerounais. Puis on a fait chemin, lui et moi, jusqu'à la frontière du Cameroun avec le Nigeria, à Gamborou. Et à Gamborou, quand il est arrivé du côté nigérien, il exhibe un passeport nigérien. Puis on a continué, arrivé à la frontière du Bénin ici, il exhibe un passeport béninois. Et je lui ai dit, mais mon frère, ce que la loi permet, c'est 2 passeports. Vous venez d'exhiber 3 passeports, il dit qu'il en a 5. Que quand il sera à la frontière du Togo, il va exhiber le passeport ghanéen. C'est nous qui connaissons les frontières. Pour les autres opérateurs économiques, il n'y a pas de frontières. Ah ouais. Donc, c'est extrêmement important comme exemple pour montrer que pour tous les opérateurs économiques à Hausa, Fulani, Kanuri, Ibo, Yoruba, il n'y a pas de frontières. Et les différenciations monétaires, là, les autres les ont déjà résolues par l'organisation des marchés parallèles des champs qui marchent très bien. Et vous savez, qui ne se cache pas. Et qui ne se cache pas. Et le patron de ces marchés parallèles,
qui fonctionne jusqu'à la frontière du Ghana, jusqu'au partout au Cameroun, est patronné, est contrôlé par un Haoussa qui a son siège à Maradi. Donc c'est pour cela que... Pourtant, c'est l'informel. Le taux est le même partout. Pourquoi alors, on cherche toujours Il y a comme donc, une hypocrisie pour quand même. Il a comme une hypocrisie. Ces activités ne sont pas informelles. Dans ce que vous dites. Ces activités ne sont pas informelles du tout. pas du tout. Ça relève des activités traditionnelles qui existaient avant la colonisation. Et ils l'ont pérennisé jusqu'aujourd'hui en s'adaptant à toutes les réformes et contraintes imposées par les barrières frontalières. Oui, mais donc, ils sont très très souples. Je demande comment expliquer cette hypocrisie en même temps des États qui connaissent l'existence de cet informel à côté, qui ne font rien pour formaliser et qui font avec. Ils ne peuvent pas formaliser parce que pour formaliser une affaire, il faut que l'affaire vienne de l'État. Les lois sur que nous faisons et toutes les réformes économiques que nous engageons ne concernent que l'État. Or, ces réformes-là ne concernent d'impact que sur les dépendants de l'État, qui sont essentiellement constitués des 20% de la population du Bénin, dans le cas du Bénin. Donc, ce sont ces 20% qui sont concernés par les réformes macroéconomiques, les réformes institutionnelles. Les 80% qui restent s'en foutent éperdument. Et pour eux, il n'y a pas de Bénin, il n'y a pas du Nigeria, il n'y a pas de Togo. C'est un même espace. Chers confrères, c'est un même espace. Je voulais peut-être dire ceci. L'ECOWAS, il faut avoir vécu dans les autres zones africaines pour savoir, par exemple, que la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, est l'institution sous-régionale qui marche le mieux. Eh bien, parce que lorsque vous vivez, comme je l'ai fait au Kenya, eh bien, mais nom de Dieu, et entre le Kenya, l'Ouganda et tout ça là, vous n'avez libre circulation, c'est des mots. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Eh bien, c'est ce que dit John. C'est parce que les populations avaient déjà établi des relations qui sont des relations traditionnelles, et c'est là-dessus que viennent pomper les idées des gouvernants en ce qui concerne les lois et autres. La deuxième chose, c'est que le Bénin signe des accords. Mais le Nigeria est le pays qui met en pratique le plus rapidement possible et le plus efficacement toutes les décisions de la CEDEAO. En fait, vous voulez insinuer que le Nigeria impacte ces décisions de la sous-région pour pouvoir en bénéficier. Les tailles. Non, vous décidez. Aujourd'hui, écoutez, ils sont à Biarritz maintenant en train de discuter les fameux G7. Eh bien, avant qu'ils ne se réunissent, les Sherpas se réunissaient, c'est-à-dire que les conseillers les plus proches des présidents se réunissaient déjà depuis 6 mois. Donc ça signifie que lorsque vous allez prendre une décision à la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest à Abuja, est-ce que les nôtres se préparent? C'est ça la question. Est-ce que les nôtres se préparent? Est-ce que les nôtres font savoir aux populations les décisions? Est-ce que les nôtres appliquent les décisions? Avant d'en venir au professeur Johnny Egesoule Saka, comment expliquer ce silence justement du gouvernement béninois à ce jour? Presque une semaine aujourd'hui que la frontière est fermée. Écoutez, qui est le monsieur Nigeria auprès des talons? Aujourd'hui, nous, en tant que journalistes, nous ne savons pas. Qui est le monsieur Nigeria auprès des talons? Qui est le monsieur Nigeria aux affaires étrangères auprès de mon frère ministre des Affaires étrangères? Qui? Et qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a en main un certain nombre d'atouts? Écoutez, est-ce que vous savez qu'une simple mutinerie au Nigeria peut déstabiliser tout le Bénin? Une simple mutinerie dans certaines régions du Nigeria, dans l'armée nigériane, on le savait au temps d'Abacha. Et c'était très clair que le Bénin allait avoir des problèmes. Lorsque le président Soglo, et croyez-moi que je le soutiens, que je l'ai soutenu en ça, a permis
de sauver la vie à des gens comme les Anthony Enao, les Oluwole Soyinka et tout ça, qui sont passés ici. C'était du toupet par rapport à un gars comme Abacha, de lui enlever des gens comme ça. Et d'ailleurs, Soglo va l'aura payé très cher. Puisque le pas son mandat, vous voulez dire non. Et Abacha est intervenu carrément dans la campagne électorale. Et les gens oublient que Abacha a aussi fermé la frontière pour que Porte-Nouveau puisse savoir que ne pas voter pour Kérékou, ils n'ont qu'à savoir ce qui les attendait. On ne parle même pas des liens ou bien, paraît-il, des retours de paiement de campagne, des frais de campagne à des leaders politiques béninois par le Nigeria. Donc, ce qui veut dire que le Nigeria nous connaît. C'est nous qui ne connaissons pas le Nigeria. C'est cela qui étonne quelqu'un comme moi qui n'est qu'un observateur. Nous ne connaissons pas le Nigeria, professeur John Igué, déjà au temps des régimes précédents, Boni Yayi, Mathieu Kérékou. Vous déploriez que le Bénin ne puisse pas véritablement profiter du Nigeria, mais avec le pouvoir actuel, on a l'impression que cette ignorance du Nigeria c'est aggravé. Ça, c'est aggravé. Moi, de tout temps, Talon ne sait pas gérer le Nigeria. De tout temps, Talon ne sait pas gérer le Nigeria. Parce que, une seconde, il n'a pas... La première visite du chef de l'État béninois, d'un chef de l'État béninois, où ça doit être. Et lorsque tout récemment, comment il s'appelle, Boari, a invité un seul chef d'État pour la fête de la Tabaski. Ça a été le président guinéen. Ce sont autant de choses que nous, on regarde très bien en nous disant « Attention, est-ce que notre pays va profiter ?» N'oubliez pas que sous les grands régimes, je vous remets la parole, c'est le Togo. Le Togo bénéficiait officiellement sous plusieurs régimes nigérians. Le Togo bénéficiait beaucoup plus du Nigeria que nous. Donc, ce qui fait que pourquoi on ne ressentait pas ça? C'est les 80% dont parle Igué, c'est-à-dire la population, elle avait son circuit, et c'est ce circuit qui marchera toujours. C'est pourquoi, d'ailleurs, comment vous pouvez comprendre qu'il y a encore du paillot aujourd'hui sur le territoire malgré la fermeture de la frontière. Oui, professeur John Igué. Oui, comment expliquer donc cette ignorance, on va dire même structurée, du Nigeria par le pouvoir actuel? Il y a une seule fois où le Bénin a eu des relations extrêmement fortes et saines avec le Nigeria. C'est sous le temps de Adandé, qui a été ambassadeur du Bénin au Nigeria. Jacques. C'était en quelle année? Enfin, pendant quelle période? C'est quelque temps avant la Révolution. Adandé est parfaitement bilingue. Et quand il est arrivé au Nigeria, ses origines sont à Badagry. Les Nigériens ont dit comment se fait-il que le Bénin nous envoie notre propre enfant. Et Adandé a infiltré pas mal de circuits au Nigeria. Et ça l'a énormément aidé à améliorer les relations Bénin-Nigeria. Avec comme conséquence la construction de la route Craqué rond-point de Semé. Il a eu beaucoup de choses pour le pays. Et après lui, aucune politique dynamique des affaires étrangères vis-à-vis du Nigeria jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ignorance de cette politique du Nigeria vis-à-vis du Bénin vis-à-vis du Nigeria qui explique l'attitude du gouvernement actuel. Celui du Nigeria ou du Bénin? Non, du Bénin actuel vis-à-vis du Nigeria. Il n'y a pas de grandes réflexions. Il n'y a pas de grandes réflexions, il n'y a pas de grandes relations avec les grands décideurs du Nigeria pour que le Bénin puisse en profiter. D'accord? Pourtant, après Adandé Jacques, des autres Yoruba ont occupé le poste. D'accord? Il y a un enfant de Ketou qui a occupé le poste. Et tout récemment, Souya Eboni, c'est mon frère et jeune frère, Lale Mouftaou. Ces Yoruba qui ont occupé le poste d'ambassadeur du Bénin au Nigeria ont essentiellement travaillé avec la tête et non avec tout le système.
Or, ce qui est le plus important, c'est de travailler avec tout le système et non de rendre compte quotidiennement seulement au président de la République. Donc, c'est ça qu'il faut corriger aujourd'hui. C'est ça qu'il faut corriger. Et comme il l'a dit, c'est plusieurs fois que je suis allé aux affaires étrangères, il a dit qu'il importe qu'on ait une cellule consacrée au Nigeria. Que le département Afrique, là, c'est trop général. Dans ce département Afrique, il faut qu'il y ait une cellule exclusivement consacrée au Nigeria. Pour qu'on puisse suivre à la lettre et au jour le jour ce qui se passe là-bas. J'ai même porté cette requête au niveau du ministère des Finances à travers la Direction générale des affaires économiques. Et nous avons concocté l'idée de mettre un observatoire permanent sur le Nigeria. On a tenté avec le directeur actuel qui est Médéou. On a sorti un premier numéro, mais ce premier numéro n'a jamais été diffusé parce que le ministre des Finances, peut-être sous l'autorité de son patron, ils ont bloqué le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nigeria, pour les autorités béninoises depuis quelques années, c'est plutôt un gène qu'un atout. C'est là où le bas blesse. Si vous considérez le Nigeria comme un gène plutôt qu'un atout à cause de vos ambitions personnelles, ça ne peut pas marcher. Dites-nous, Souley Siaka, ce que dit le professeur John Igué est quand même illustratif de ce que les Béninois pensent aujourd'hui du président Patrice Talon par rapport au Nigeria. On a l'impression que ce n'est pas seulement un problème d'ignorance, c'est-à-dire ne pas connaître. Il a comme un problème, il a comme une horreur carrément du Nigeria que Patrice Talon a. Non, Talon ne peut pas avoir horreur du Nigeria pour la simple raison que Talon est très proche. Il a trop d'amis à Porte-Novo, trop de Yoruba et tout ça. Non, Porte-Novo, c'est pas le... Non. Non. Si le gouvernement Talon s'installe dans le déni, parce que c'est ça, dans le déni, et actuellement... Vous avez parlé de sa première visite tout à l'heure, de chef d'État. C'est parce qu'il ne maîtrise pas. Il n'a personne autour de lui pour le dire. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque, je ne sais pas pourquoi, mon ami et frère Igué n'a pas également souligné que les relations se sont améliorées au sommet entre Yahi Boni et Obasanjo. Je vais vous raconter une petite histoire. Les gens lorsque Yahi Boni a prêté serment pour son premier mandat, bien sûr que en 2006, le Nigeria était ici, le président Obasanjo était ici. Bon, mais comme je pense que les affaires étrangères avaient mal géré le protocole. Et il se fait qu'il y avait des chants, etc. Et lorsque Obasanjo est arrivé, il n'y avait pas sa place. C'est réel. Parce que ce n'était pas prévu. Non, c'était prévu, mais ça dit qu'il y avait eu des invités de tel, du président, tout le monde voulait quand même s'asseoir. Et Obasanjo arrive, et il n'y a pas de place, et il reste debout. Et il attend. Et puis après, je crois que c'est les gars des affaires étrangères qui ont remarqué que, dis donc, c'est le type qui est là, ils ont tout fait pour lui trouver sa place. Bien. Et si les gens se souviennent très bien, lorsqu'ils ont fini la cérémonie en 2006 de prestation de serment, et Yahi est parti se mettre au micro en disant c'est pas moi qui ai organisé, hein. Il faut voir. Les gens ne font pas attention à ça. C'est pas moi qui ai organisé et donc Yahi a couru pour rattraper, pour aller chez là où Obasanjo était installé. Bien sûr que Yahi, qui n'est pas bête, qui est Nago, parce que quand vous êtes Nago, vous êtes Yoruba. Et les gens oublient toujours ça. Ils croient toujours que Nago et Yoruba, c'est autre chose. Le Yoruba, c'est le nom générique. Et Yahi est Nago. Yahi est Nago de son côté. Et qui parle de frères, qui cherche de frères partout. C'était très facile à établir avec Obasanjo. Il est parti. Bon, je ne vous dis pas qu'il me raconte ça parce que vous allez vous dire, je ne suis plus journaliste. Donc, Yahi lui rend la politesse qu'un Yoruba rend à un aîné.
C'est-à-dire qu'il n'a pas joué au chef d'État. Au chef d'État. L'autre l'a soulevé et lui a dit, c'est très bien, demain, etc. Yahi est parti déjeuner à Ota, illico, dans la ferme résidence personnelle d'Obasanjo. Est-ce que vous savez que lorsque Obasanjo partait, Yahi était également encore invité comme président pour là. Et vous savez ce qu'Obasanjo a fait? Il a signé un chèque de, je ne sais pas, 1 milliard ou bien pour dire qu'il aide ainsi le Bénin dans le truc des filles, l'éducation des filles, en le présentant à l'autre chef d'État, le nouveau chef d'État, celui qui est décédé là. Et Yaradoua. Et lui disent, voilà. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un certain type de lien, vous devez d'abord les cultiver. Et il y a également est-ce que je dis, lorsque Dangote a commencé à ruer dans les brancards, qui a réagi ici? Est-ce que les gens disent au chef de l'État? Il a eu quelques réactions. On nous a dit que c'est dans ce sillage-là que Enou Menam, enfin l'autre opérateur économique de Renault du Nigeria, est arrivé ici et a pris certains projets. Oui, bon, ça. Écoutez, je vous dis sincèrement que qui est le monsieur Nigeria auprès du chef de l'État aujourd'hui, avec la puissance que le Nigeria a, et je dis bien encore, comme on dit, la puissance que le Nigeria a. Qui est monsieur Nigeria aux affaires étrangères? Qui est monsieur Nigeria auprès du chef de l'État? Parce que c'est eux qui devaient avoir averti, et on pouvait absolument anticiper sur la fermeture. Voilà. Sur les cercles, je vais vous faire parler encore un peu plus longtemps. Comment vous expliquez, on dit également que les non-dits, n'est-ce pas, de cette fermeture de frontières, eh bien, c'est justement ce que vous évoquiez, à savoir l'inimitié entre Boni Yahi et le président Talon, les revers, donc l'amitié entre Adiavon et Dangote, tout cela, ce sont les non-dits, n'est-ce pas, de cette punition du Bénin aujourd'hui. D'abord, cette punition, cette sanction. Non, ce n'est pas le Bénin seul qui est concerné. Parce que là, ça peut être un habillage. Non. Le Nigeria n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit ici. Le pouvoir de nuisance du Nigeria est immense. Le clash diplomatique n'est pas facile à supporter. Non, on n'a pas de clash diplomatique. Ça peut être camouflé. Bon, par exemple, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas conseillé au chef de l'État béninois d'être à la dernière fête de la démocratie au Nigeria. Il a été invité. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous devons dire. Qui sont les conseillers? Où sont les messieurs? Où sont-ils? Mais est-ce qu'on ne peut pas au moins une fois nous rendre compte? Déjà, les Français nous avaient déjà habitués à ne pas avoir trop de relations avec le Nigeria. Les Français l'ont fait depuis la colonisation. D'ailleurs, à l'époque, dès que vous vous appelez Adelabou, Razaki, quelque chose comme ça, vous n'avez aucune chance de faire trop carrière, cours primaire, cours bourse et tout ça là. Donc il faut savoir ça là aussi. Beaucoup de Yoruba musulmans ont été obligés de changer de nom, ont été obligés de se christianiser. Ou de s'exiler. Ou de se christianiser pour pouvoir continuer les études. Ça également, ça doit se faire sur le plan historique déjà. Parce que pourquoi les Français ont mis la capitale à Porto-Novo? Attention. Eux qui sont d'habitude plutôt tournés vers la mer, disons, etc. Pourquoi? Donc, ils avaient une hantise de l'autre empire britannique. Absolument. Qui risquait de continuer à mettre la main ou bien à prendre une partie du Dahomey. Donc, ce n'est pas de maintenant, mais qui sont ceux qui maîtrisent tout ça là pour pouvoir conseiller le chef de l'État? Mais voilà un jeune, le chef de l'État est jeune, donc ça signifie qu'il a besoin de conseiller. Il a besoin d'apprendre. Non, d'apprendre, non, de conseiller. Professeur Yori. Oui, dans la suite donc de ce que dit. Oui. Les relations Bénin-Nigeria, ce n'est pas une affaire de je veux.
Ce n'est pas une affaire de je veux. Vous savez, toute la population du Sud Bénin, là, jusqu'à la hauteur de Chao, a un fonds historique qui est d'origine Yoruba. Même s'il s'appelle Dossou, il s'appelle Asoba. Vous savez, le premier fétiche d'Abomey est descendre Yoruba. C'est un morceau de granit. Dans un milieu, il n'y a pas de granit. Donc, les liens sont tellement profonds que tous ceux qui arrivent à la tête de ces pays doivent nécessairement prendre conscience de ça. Et pour dire que les relations Bénin-Nigeria, ce n'est pas une affaire de je veux. C'est une affaire qui s'impose. C'est une affaire qui s'impose. Vous voulez exister, vous faites avec le Nigeria. Vous voulez avoir la paix ici, vous êtes obligé de faire avec le Nigeria. Parce que la sécurité des États dans le monde dépend de leur capacité à avoir un bon protecteur. Pour que si les problèmes se posent à vous, ces protecteurs viennent à votre secours. Or, quand vous êtes en position de concurrence avec un autre État, l'État là ne peut pas être votre protecteur. Le seul pays de la sous-région qui peut être protecteur d'un pays comme le Bénin aujourd'hui, c'est le Nigeria. Pour parer au plus pressé. Protecteur d'un pays, il faut faire la nuance avec la protection des dirigeants. Non, de tous les pays. Je vais vous donner un cas. Durant l'agression du 17 janvier 1977, c'est le soir de l'agression que les Nigérians ont intervenu pour nous sauver ici, sans nous informer. Il n'y a pas eu d'accord bilatéral. De quelle manière, comment? Ils ont commencé à surveiller notre territoire avec leurs avions militaires. Ils ont commencé à patrouiller la mer avec leurs marines pendant des mois et des mois. Et ont envoyé un message aux révolutionnaires de l'époque pour dire tous vos problèmes économiques, nous allons les prendre en charge. C'est comme ça que le port a été agrandi pour la première fois, que le projet sucrier a été financé, que le projet de Savait a été financé. Vous savez, le coût de Savait, c'est 102 milliards. À l'époque, le budget béninois était de 22 milliards. Vous pouvez passer un prêt de 102 milliards avec 22 milliards de budget. Avec 22 milliards de budget. C'est le Nigeria qui a garanti tout ça. Tout ça est dans les dettes du Nigeria jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour nous permettre de surmonter nos contraintes. Et qu'est-ce qui peut constituer la peur ou les peurs des dirigeants béninois vis-à-vis du Nigeria? C'est ce que lui dit ça. C'est l'influence de la France sur les intellectuels béninois. Il faut d'abord tuer ce cliché-là. Il faut absolument lutter contre ça. Vous savez, jusqu'à l'arrivée de Charles Pasqua au pouvoir, au ministère en 1980, tous les cadres béninois, lorsque les femmes sont enceintes 3 mois avant, ils vont accoucher en France pour avoir le droit des Nations Unies. Tous les cadres béninois. C'est pour montrer notre blocage psychologique par rapport à la France. Pour nous, le seul pays qui existe, c'est la France. Ça, là, c'est la survivance des Afro-Brésiliens sur les élites béninoises. Ça. Parce que ces Afro-Brésiliens étaient plus proches des Blancs que de nous-mêmes et ont influencé beaucoup des premiers cadres béninois vers ça. Donc ça, là, n'est pas effacé dans la mentalité des Béninois aujourd'hui. Ça n'est pas effacé. Donc pour nous, les Nigériens, ça ne compte pas, c'est la France. Or, la réalité de notre sécurité, à tous les points de vue, dépend du Nigeria que de la France. Il faut que les gens le savent. Les premières émergences, les premières formations des élites privées béninois viennent des relations qu'on a eues avec le Nigeria pendant la guerre du Biafra. Avant ça, les opérateurs économiques qui existent sur le marché ici, c'est les Libanais et les Européens. C'est avec la guerre du Biafra que les premiers commerçants béninois ont commencé à toucher l'argent et à se forger une capacité économique qui leur a permis aujourd'hui d'exister. À travers d'abord la fuite du cacao nigérien sur le marché béninois ici. Ça a enrichi beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Donc ce qui se passe aujourd'hui ici, dans ces pays comme mutation positive, vient des relations que nous avons pu avoir avec le Nigeria jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le fond du débat. Et aucune autorité ne peut ignorer cela. Ce n'est pas une affaire de je veux. C'est une affaire de d'où nous venons et où nous allons.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr, bien sûr. Nous, d'où nous venons et où nous allons. Donc, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est une affaire de sécurité de tout le monde, à commencer de sécurité du gouvernement. Vous savez, il dit maintenant que Obasanjo a remis des milliards à Yaïboni pour faire des politiques. Ça commence par là. Parce que ce que je vous dis là, l'État de Lagos seul, que vous voyez là, qui est le plus proche de nous et qui constitue notre meilleur enjeu, est plus peuplé que l'État béninois. Sa capacité financière est supérieure à celle de la Côte d'Ivoire. L'État de Lagos seul. Vous ne pouvez pas être proche d'un pays comme ça. Contigu, depuis Cotonou jusqu'à Lagos, il n'y a pas d'espace vide. C'est un continuum urbain. Vous ne pouvez pas être dans un environnement comme ça et dire que ça ne vous préoccupe pas. C'est ce que nous disons ça. Donc tout cet espace Lagos-Cotonou, tout cet espace Cotonou, Lagos-Cotonou va être le même espace économique. Donc ce n'est pas une affaire de je veux ou je ne sais, c'est comment faire pour tirer profit de ça, pour que vous ne soyez pas étouffés. C'est ça. Donc ce n'est pas une affaire de je veux, c'est une affaire de stratégie. C'est pour cela que ce qu'il dit par rapport à la nécessité d'avoir des spécialistes du Nigeria autour des grands dirigeants béninois, c'est une exigence extrêmement importante pour le pays. On ne dirige pas un pays sur la base de sa volonté, mais sur la base des réalités qui s'imposent à vous. Je ne sais pas si vous me bien sûr, comprendre. mais Souley Siaka, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Bénin, son gouvernement sont particulièrement tournés vers la France. On observe bien que, disons, la géopolitique aujourd'hui, c'est beaucoup plus tourné vers la Russie, la Chine. Le Bénin, son gouvernement, à la limite, boude un peu la France, non? D'abord, le Bénin ne peut jamais bouder la France. D'abord, et les dirigeants qui sont là, encore moins. Ah oui? Non. Personne ne peut bouder la France. Bon, écoutez, nous parlons du Nigeria, parce que là, vous allez me faire entrer encore dans un autre... Vous cherchez des histoires. non. Ah, c'est Soleil FM qui a... Vous n'avez pas peur? Moi, non. Ah, c'est fini, ça. Non. Ce qu'il y a, en fait, ce n'est pas le problème... Je ne crois pas que ce soit des problèmes de personnes. Et nous devons maintenant finir. Il faut dire que si nous regardons l'histoire de nos dirigeants actuels, nous n'en avons pas beaucoup qui ont réussi, parce qu'il y en a qui ont réussi par mieux, qui ont réussi par le Nigeria. Non, pas du tout. Par exemple, c'est le coton, c'est d'abord tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui tourne autour de l'État béninois. Mais pas par rapport... Est-ce que vous savez que la Sonacop recevait une partie de son pétrole directement du quota du président Obasanjo, parce que le président Obasanjo avait aussi, le président de la République au Nigeria a des quotas sur un certain nombre de choses, comme d'ailleurs les dirigeants, etc. En fait, pour son dernier mandat, ou quand il était... Je parle de la Sonacop. Non, vous parlez d'Obasanjo. Quand il était là avec Boni Yayi. Il était là. Il a donné à Kérékou. Non, écoutez, sur cette affaire-là, oui. Je suis bien placé pour en parler, puisque c'est l'ambassadeur Adeniyi et moi qui allons négocier ça. Donc, ce n'est pas une affaire sur le quota du président. On est, Kérékou a dit, Fagbonwe là, oui, exactement. En te donnant la Sonacop, dans des conditions que tout le monde sait, il y a des risques que les cartels pétroliers sur le plan international t'empêchent d'avoir accès aux produits raffinés. Ils sont si durs. Donc, je vais me mettre en rapport avec le président Obasanjo pour qu'il te couvre. Et on a effectué une mission pour voir Obasanjo. Et Obasanjo a dit, c'est combien vos besoins en pétrole au Bénin? C'est combien la quantité dont vous avez besoin? On a employé les chiffres. Ça ne fait pas la moitié de la consommation de Lagos seul. Un petit pays comme le Bénin. Au nom de Dieu, ça ne fait pas. Et il a dit, ça ne me pose aucun problème de vous livrer le pétrole sur le stock de Lagos au prix à la pompe au Nigeria. Et on a fait ça pendant 5 ans. Ah bon? C'est comme ça.
Mais le retour... La Sonacop a était reçu approvisionnée du Nigeria pendant 5 ans. Pendant 5 ans, sur le stock de Lagos. Et au prix à la pompe au Nigeria. Le Yoruba, comment dire Yoruba, la vérité sort aujourd'hui. Bon, écoutez, mais le retour du bénéfice généré par ça n'a pas été fait au gouvernement béninois. Et que le coup s'est fâché. C'est-à-dire? D'accord, je ne peux pas dire plus que ça. Que le coup s'est fâché. Et c'est pour cela qu'il a retiré la Sonacop acquis des droits. Ah ouais. Et est-ce que quand il a retiré, il y a une plainte en justice? Bon, c'est ça le problème. C'est moi et l'ambassadeur du Nigeria à l'époque qui étions partis voir Obasanjo à Abuja pour dire de ne pas arrêter la livraison, que nous en avons besoin. Et il nous a envoyé vers le président directeur de l'entreprise du Nigeria qui gère le système pétrolier. Et celui-là nous a dit, il faut aller voir Obasanjo. Ce n'est pas une affaire de sentiment cette fois-ci. Faites un geste. Ah oui. Si vous faites un geste, je vais continuer la livraison. Le geste n'est jamais arrivé. Et la livraison s'est arrêtée. Bon, la livraison s'est arrêtée. C'est vous montrer que ce pays-là peut nous aider dans beaucoup de domaines. Parce que moi qui suis ici, j'ai passé tout mon temps à calculer l'impact de ce qui est entre nous et le Nigeria sur la puissance nigériane, pour calmer mes collègues nigériens qui se plaignent de l'impact de la fraude, de ce que Dangote a dit, que si un pays est limitrophe du Bénin, il ne peut pas se développer. Que le Bénin tue de l'économie. Bon, que le Bénin, c'est moi qui ai passé tout mon temps à calculer son incidence réelle sur l'économie du Nigeria. Moins de 10%. Ce qui existe entre nous et eux là. Donc ça peut passer. Moins de 10% de la puissance. Et j'ai dit à mes amis nigériens que vous parlez pour rien seulement. Les gaspillages internes dans la mauvaise gestion au Nigeria vous coûtent plus de 10%. Donc pour favoriser les relations de famille, fermez les yeux sur ce qui se passe entre nous, entre le Bénin et vous. Moins de 10%. Alors que vos gaspillages internes vous coûtent à plus de que ça. Donc c'est comme ça, il faut que les gens soient informés de cela. Parce qu'on s'alarme sur rien du tout. L'impact de tout ce que nous sommes en train de dire là aujourd'hui, la contrebande, tout ceci, sur l'économie, c'est moins de 10% de la puissance de ces pays-là. C'est ce que nous n'arrivons pas à dire officiellement. Et on continue d'être traumatisés par les déclarations de certains Nigériens comme Dangote. C'est vrai, moins de 10%. Et le gaspillage interne sur la mauvaise gestion, les non-dits, c'est supérieur à 10% au Nigeria. Donc vous voyez bien que si nous savions plaider la cause de ces pays vis-à-vis du Nigeria, on aurait moins de problèmes qu'on en est aujourd'hui là. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que notre État sache que les relations avec le Nigeria sont des relations incontournables. Et que par rapport à cela, il est obligé d'adopter une stratégie qui lui permet d'avoir une véritable visibilité sur ce qui se passe entre ce pays et son voisin de l'Est. Or, aujourd'hui, tout le monde est dans une politique totalement opaque sur les stratégies à mettre en place pour faire du Bénin un pays digne. Je pèse mes mots en disant cela. Les dirigeants là viennent faire les numéros seulement et partent. C'est vrai. C'est pour cela qu'il n'y a pas de cellule à la présidence, il n'y a pas de cellule aux affaires étrangères. Les gens viennent faire leurs numéros et partent. Mais l'avenir du pays, c'est leur dernier souci. La question est là, et je pèse mon mot en le disant. C'est ça le question. On vous opposerait à Johnny Gay que vous avez fait partie d'un gouvernement et que c'était dit à ça. Mais c'est mon discours, c'est pour cela que je ne suis pas revenu une deuxième fois. Kékou est mort aujourd'hui, mais c'est dommage. Ils peuvent témoigner sur moi. Tous ceux qui ont suivi mes actions au gouvernement peuvent témoigner que je me suis démarqué de tout cet ensemble-là. D'accord? Vous pouvez faire vos enquêtes. Je n'ai jamais pris un seul franc de qui que ce soit quand j'étais au gouvernement. Pourtant, j'ai eu à gérer de très grandes entreprises ici. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais la plupart de ceux qui vont au pouvoir, ce n'est pas pour l'État béninois. C'est pour bomber la poitrine et vivre de la rente du pouvoir seulement. C'est ça, c'est pour cela que ces problèmes-là se posent aujourd'hui avec acuité pour nous.
Et l'avenir de l'État, surtout l'avenir de nos jeunes générations, dépend d'un Bénin bien administré, bien géré et ciblé autour des questions stratégiques. Sinon, nos jeunes là seront toujours au chômage éternellement. Je suis désolé de dire aux auditeurs que cette émission va se faire uniquement entre Nigériens et Béninois, on va dire. Entre nous, il n'y aura pas d'appel de auditeurs. Oui, vous vouliez réagir. Parce que nous sommes tous deux habillés en Yoruba. Et ça y est, nous avons... Vos noms vous trahissent. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, écoutez, monsieur les journalistes, il ne faut pas dire ça. Non, c'est parce que je vais vous dire, moi je suis aujourd'hui le président de l'association des Yoruba du Bénin. Oui. Franchement, ce pays, jusqu'à la hauteur du Parakou, est majoritairement Yoruba. Ah oui? Même si les gens s'appellent Adjafon ou quoi. C'est vrai. Depuis que j'ai l'association, beaucoup de grandes familles que je connais comme des véritables Adjafon viennent me voir pour dire que c'est le nom qui... On va vous recevoir vous comprenez? Après en tant que président des vous voyez, c'est vous dire que le fait que vous ayez des Yoruba ici, sur la table, c'est une question d'équité. Non, mais c'est parce qu'on l'a voulu. C'est une question d'équité. On vous a fait éviter, c'est parce qu'on l'a voulu. Ça ne nous posait aucun problème. Bon, c'est une question d'équité et c'est une question de compétence. D'accord? Donc, n'ayez pas peur pour ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, pas du tout. Au contraire, je suis en sécurité. Je suis en sécurité et le doigt sous les tiagas. Bon. Oui. Donc, lorsque je vous avais parlé des Français, d'abord, qui ne voulaient pas que les Dahoméens penchent trop vers le Nigeria. Première chose. Deuxième chose, c'est que le Nigeria, dans la fantasmagorie de certains Béninois, surtout de toute une zone, je pense, le Zou, les grands royaumes d'Abomey, ont toujours vu le Nigeria sous le prisme Yoruba. Parce que, si vous vous souvenez de votre histoire, le royaume d'Abomey était avec des guerres régulièrement avec Abeokuta. Régulièrement, ça c'est la légende. Le vassal était un vassal qui payait 41 femmes. On nous a dit c'est 41 femmes, 41 bœufs, etc. Est-ce que vous savez qu'il y avait une ambassade de Yo ou bien d'Ifé à Cana. Et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Qu'il y ait une ambassade du royaume. Écoutez, Yoruba. cette ambassade fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Et qui l'occupe alors? Et c'est un jeune qui est roi de la maison aujourd'hui. Ah bon. Je l'ai rencontré il y a moins de 3 mois dans le cadre de l'association. Ça, c'est le président de l'association des Yoruba. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire ce qui se passe sur le terrain. C'est dommage que nos historiens s'écartent de la mission essentielle qui est de faire de la nation béninoise une nation forte et solidaire, plutôt que de faire des petits travaux pour les ventres seulement. C'est ça qui fait que... Là, vous n'avez pas de même mot. Donc, il y a déjà cette peur du Nigeria à partir, je pense, de cette zone qui était sous tutelle Yoruba. Et donc, si vous regardez les grands dirigeants, tous ceux qui ont dirigé ce pays depuis la colonisation jusqu'à un certain moment, vous verrez qu'il y a beaucoup qui viennent aussi de cette région-là. Donc, ils étaient réceptifs à cette stratégie coloniale de tout faire pour que nous ne soyons pas trop liés. Donc, aujourd'hui, il faut tuer ces démons. Mais les jeunes, il faut non seulement regarder. Est-ce que vous savez l'université? Je peux vous raconter encore une autre histoire. Des universitaires béninois, dans des domaines aussi pointus que les sciences, etc., se sont rendus une fois au Nigeria. Et ils voient leur homologue, et il se fait que leur homologue, il les promène dans son laboratoire. Et ils disent, et puis il y a un des Béninois, des professeurs béninois, qui voit du matériel et qui dit, c'est le matériel qu'on ne peut pas avoir facilement là, comment vous l'avez? Mais son homologue nigérian prend 3 et lui met dans les bras. Il dit non, prenez. Est-ce que vous savez que quand ce Béninois-là a franchi la porte, il a dit, ils vont nous dominer. Hein. Ah oui. Mais un autre complexe. Il dit, mais ces types, ils sont plus que nous. Ils sont tellement plus que nous qu'ils risquent de nous phagocyter.
Donc, ce qui signifie qu'il y a une incompréhension du Nigeria de la part même de l'élite intellectuelle béninoise. Et c'est cette élite-là qui va fournir au président des conseillers, des ministres et autres. Donc, ce qui veut dire que le truc est à la racine. Maintenant, est-ce que vous savez qu'au pays et au ministère des Affaires étrangères au Nigeria, si vous ne maîtrisez pas le français, certains postes vous seront automatiquement interdits? Je vais ajouter deux choses. Oui, le Nigeria a des infrastructures qu'aucun pays francophone n'a. Ils ont Akuru, qui est un village qui est situé à 4 km de Jos, un centre d'études stratégiques ouvert à tous les hauts cadres de la nation nigériane. Aucun étranger ne peut fréquenter cela. Un étranger peut aller comme instructeur. Si vous n'avez pas passé par ce centre, vous ne pouvez pas être grand directeur au Nigeria. C'est là où le Nigeria définit toute sa stratégie vis-à-vis du pays lui-même et vis-à-vis de ses voisins et de la communauté internationale. Si vous n'avez pas passé par ce centre, vous ne pouvez pas être directeur dans des institutions élevées du Nigeria. Aucun pays francophone n'a une structure pareille. Encore une autre illustration de l'organisation du Nigeria, ce pays de pareil. Deuxièmement, le Centre international des affaires étrangères. Il n'y a pas de pareil dans aucun pays francophone d'Afrique. C'est eux qui déterminent la politique des affaires étrangères. Je vous ai dit que c'est eux qui ont dit qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a que deux puissances. La France et le Nigeria. Est-ce qu'ils ont menti? Ils n'ont pas menti. C'est ça aujourd'hui ce qu'on voit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous manque chez nous ici, c'est une capacité à anticiper sur les avantages et inconvénients de nos relations de proximité. Pas seulement avec le Nigeria, y compris avec le Togo. Vous savez que pendant longtemps, c'est nous qui réfléchissons ici pour les Togolais. Mais c'est eux qui appliquaient nos réflexions. Vous le saviez pendant longtemps. Donc, vous voyez, dans ces pays, on n'a pas de mémoire. Et on n'a pas parlé de l'école de guerre. On n'a pas. À Kaduna. Et ils reçoivent les étudiants et les militaires béninois. Il n'y a pas que. Il y a beaucoup, j'ai cité les choses qui sont simples. Donc, ils ont une école de guerre qui est à Kaduna, qui reçoit les militaires béninois et les militaires de toute la région sur demande. Ça, là, c'est ouvert. Vous voyez donc, indépendamment de ça, à tout près de nous ici, là, allez voir le quartier Ikoyi, allez voir le quartier Victoria Island, allez voir Lekki et aujourd'hui Eco-Atlantic City. Si vous allez voir ça, vous n'aurez plus envie d'aller à New York, ni à Dubaï, ni à Paris. C'est à moins de 100 km de chez nous là maintenant. Mais quels sont les Béninois qui sont intéressés par ça? Donc ce pays-là, c'est l'embouteillage et les désordres qui sont entre Craqué et Badagry que les Béninois connaissent du Nigeria. Et c'est sur ça qu'ils parlent. Encore qu'aujourd'hui, la nouvelle frontière Craqué-Kouémé est très bien faite et il n'y a plus de désordres comme ça. Vous voyez donc les Béninois pas de leur temps à parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que formatés par l'esprit colonial français. Parlons concret. Oui. Professeur Johnny Gué, excusez-moi, mais vous avez passé, disons, une bonne partie de votre vie à échouer, à faire comprendre aux Béninois qu'il faut profiter du Nigeria, qu'il faut établir des relations. Je n'ai fait que ça. Mais peut-être, pour l'avoir fait, pour avoir échoué tout le temps, c'est vous qui avez encore la solution. Par quel bout prendre? Moi, je n'ai pas échoué. Ce qui passe dans les oreilles. On n'y est pas encore. Non, ce qui passe dans les oreilles. On pense que c'est les gens oublient. Ils n'oublient pas du tout, du tout. Vous voyez comment les Béninois s'habillent aujourd'hui, non? Vous voyez, aller dans les boîtes de nuit. Toutes les musiques qu'ils jouent, à 90%, c'est les musiques nigérianes. On est dans la nigérianisation de la jeunesse béninoise. Moi, je suis tranquille. D'ici 2050, on ne parlera pas de ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui. La pression de la vie de Lagos sur nous est trop forte. Et on n'a pas de solution pour résister à cela. Elle est trop forte. Et quelqu'un ne peut pas voir quelque chose de bien et dire ça ne m'intéresse pas. Donc l'influence française dont on parle sur les Béninois là, ça va diminuer
Parce que les Français même ont mis en place aujourd'hui des choses qui vont détruire leur impact colonial. On ne peut plus aller en France facilement. Les visas durent tellement de temps. Et ils viennent de prendre la décision que tout francophone qui va fréquenter les universités françaises va payer sa scolarité. Et le minimum, c'est entre 2 000 et 3 000 euros. Donc, on a déjà mis en place des barrières pour nous empêcher de fréquenter leur université, les sociétés. Donc, on va aller à Abuja. Et aujourd'hui, si vous faites le bilan de là où les étudiants béninois vont, c'est le Canada la première destination. La deuxième destination, c'est le Ghana à côté ici. Et la troisième, c'est la Chine aujourd'hui. Donc, d'ici 10 ans, tout ça là va changer. Personne ne parlera plus de la France parce qu'ils ne les connaissent pas. La première destination des étudiants béninois aujourd'hui, c'est le Canada. La deuxième, c'est le Ghana à côté là. Et la troisième, la Chine. Donc, ça a commencé à évoluer. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous ne parlons pas pour le Bénin de ce jour. C'est l'avenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et 50 ans. Et ça là, nous ne parlons plus, dans 10 ans, nous ne ferons plus des émissions comme ça. C'est fini. Et le Nigeria sera francophone avant que le Bénin ne soit anglophone. Même question, comment tuer cette peur du Nigeria? Non, c'est une question d'organisation. D'abord, rien ne se fait aujourd'hui s'il n'y a pas la réflexion à la base. Rien ne se fait. Parce qu'il faut une continuité. Et je ne comprends pas, honnêtement, pourquoi on ne peut pas orienter la recherche, les thèses, etc. Lorsque je donne des cours aujourd'hui aux futurs journalistes, je leur dis, mais bientôt, les Nigérians viendront acheter des journaux entiers ici. Et je suis convaincu que l'évolution de la presse ne peut être que sous-régionale. Avec les nouvelles technologies, ça va être très facile pour un groupe comme le Punch ou le Daily au Nigeria d'acheter n'importe quel journal ici et de faire ce qu'on peut appeler économie d'échelle, c'est-à-dire des rédactions communes et qui permettraient, je pense que c'est la CEDEAO qui est l'avenir. Indépendamment de ce qu'il dit. Vous savez, il y a un village de langue française à Badagry là, qui fonctionne très bien. C'est rempli d'étudiants, de jeunes Nigériens. Et ça marche très fort. On dit que les structures, le village de langue française à Badagry à côté, marche très fort. Est-ce que nous avons un village de langue anglaise ici? Ça veut dire que nous n'avons pas de stratégie. Tout le Bénin est un village anglais. Non, ça veut dire que nous n'avons pas de stratégie. Vous voyez? Nous n'avons pas de stratégie. Et c'est la création des centres comme ça, à la frontière du Bénin. Ça c'est des stratégies dont il faut tenir compte. Et pour justifier ce qu'il est en train de dire. Les Nigérians savent aujourd'hui que le monde est un monde ouvert. Et l'anglais, la seule, ne va pas leur permettre de résoudre les problèmes de proximité puisqu'ils sont entourés des pays francophones. Cameroun, Tchad, Niger, Bénin. C'est des pays francophones. Eux, ils ont compris. Ils ont compris. Et de la même manière, les Ghanéens sont en train de faire la même chose. Donc, c'est des options absolument inévitables pour nous autres. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, quand l'amitié Ghana-Nigeria va se construire, le Bénin et le Togo n'ont pas de choix. Ils seront broyés là-dedans. Je vous repose la même question. Comment avoir donc la tête de ce monstre? Oui, non, il n'y a pas. Non, je vais répondre. C'est tellement simple. Tout ce qu'on fait dans le monde, c'est l'éducation. C'est tout. C'est l'éducation. Si l'école décide aujourd'hui de faire une bonne géographie de son environnement immédiat, on ne peut pas ne pas parler du Nigeria. Mais pour y arriver, il aurait fallu que les gouvernants comprennent et que la politique de l'éducation soit orientée dans ce sens. Je vais vous dire ceci. Le développement aujourd'hui n'est plus seulement géré par le gouvernement. Il y a le secteur privé. Moi, je suis en train de tenter une expérience à la rentrée, là, dans le cadre de l'association des Yoruba ici. On vient introduire la langue Yoruba dans toutes les écoles primaires. Au Bénin. Mais nous ne sans l'aval du... Nous ne passons pas par l'État. Nous passons par les structures privées.
Et nous avons rencontré 120 structures privées. Tous sont d'accord à nous accompagner dans le programme. C'est comme ça qu'il faut commencer. Vous venez de vous dénoncer si l'État ne veut pas le gouvernement. Non, mais l'État ne peut rien puisque ces structures privées ont déjà l'agrément. Et on ne veut pas faire, on ne fait pas quelque chose de mal. Vous avez anticipé. Et vous savez, dans la demande des écoles que nous avons visitées, c'est la région de Kobe qui est venue nous voir pour dire vraiment ils sont très intéressés par ça. Parce que, vu les relations qu'ils entretiennent avec les Niger, ils ont besoin de parler le Yoruba. Tout le monde est unanime à nous suivre dans cette ligne-là. Bon, donc vous voyez, c'est pas là que le changement va arriver. C'est pas là que le changement va arriver, non pas l'État. Parce que vous savez, l'État, c'est nous tous. Et finalement, parfois, on oublie l'essentiel. Je vous ai dit ici que les préoccupations des dirigeants, c'est souvent la promotion des dirigeants plutôt que la promotion de l'État. D'accord? Bon. Est-ce que vous comprenez? Parce que tous vivent de la rente de l'État ou du pouvoir. Or, le titre du ministre, ça veut dire le serviteur de l'État. Donc, un ministre, par essence, est un serviteur du peuple. On ne peut pas occuper ce poste-là et s'enrichir contre le peuple. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ces choses-là qu'il faut changer désormais. Il faut changer. Il faut qu'on soit là, au service du peuple, pour les aider à améliorer leur niveau de vie. Parce que la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas seulement l'argent. C'est d'améliorer la prise de conscience de leur état de pauvreté. Quand tu dis à quelqu'un, il faut sortir de ton état là, tu lui fais plus de bien que de lui amener 20 millions, 30 millions. C'est la prise de conscience d'abord qui est l'élément essentiel. Et donc, il y a un problème sur lequel nous devons jouer aujourd'hui pour répondre à vos préoccupations. C'est de changer la nature de notre enseignement à tous les niveaux. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça consiste seulement à apprendre à écrire, à apprendre à lire et à écrire. Ça ne suffit pas. L'enseignement, c'est le fondamental. C'est un instrument idéologique extrêmement important. C'est sur ça, c'est ce truc-là qu'il faut jouer pour régler les problèmes fondamentaux de la nation. Lorsqu'on analyse la réaction du gouvernement béninois face à cette fermeture de frontières, on a parfois tendance à croire que le gouvernement veut s'installer dans le déni, en se disant, bon, c'est pas un truc chose, c'est pour plusieurs pays, etc. Mais en fait, je me demande s'ils ne se disent pas que ça va passer. Que c'est comme ça que le Nigeria réagit, ça va passer. Je crois que j'ai entendu... Ça va leur passer. Ça va leur passer. Mais je pense qu'ils se trompent. Parce que c'est ce que je vous disais au début. Cette fermeture des frontières marque, parce que c'est là-bas une décision qui vient de trop de secteurs différents, dont le secteur privé. Qui est devenu extrêmement fort. N'oubliez pas que Obasanjo a fait émerger une dizaine de milliardaires. Pas une dizaine, une quarantaine. De milliardaires. Et avec des secteurs d'intervention définis. Et c'était marche très fort là-dedans. Très bien. C'est dans ça là que Dangote a investi. Il n'est pas le seul. Et Lumele qui gère les fonds d'investissement. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on ne connaît pas bien le Nigeria. Moi, honnêtement, pour répondre à votre question, je sais que Higuin John ne va pas dire cela, mais peut-être commencer d'abord par des observatoires réellement qui fonctionnent dans plusieurs secteurs, comme sur le plan économique, sur le plan culturel. Le Nigeria ne demandera qu'à nous aider. Écoutez, une seule université au Nigeria dépasse la nôtre. L'université Obafemi Awolowo n'a rien au niveau de la recherche, des publications, mais vous n'avez qu'à vous intéresser un peu au site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre université, par exemple, devrait pouvoir établir des passerelles avec le Nigeria. Le ministère des Affaires étrangères, maintenant, j'espère que cela va se faire maintenant qu'il y a le feu,
mais doivent avoir des cellules, mais qui et on n'a qu'à publier. Qu'on publie aujourd'hui les travaux. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies de l'information. Mais qu'on comprenne, les Nigériens vont, et je le disais tout à l'heure, vont devenir francophones avant que nous ne soyons anglophones, puisqu'ils ont commencé au cours primaire. N'oubliez pas que c'est le Nigeria pour... Vous vous souvenez d'avec... ou bien vous étiez trop jeune, et comment l'homme T, nous on l'appelle comme ça, te vous dirais, était venu avec des enseignants. Avec les enseignants qui allaient là-bas enseigner le français. Mais on a ri. On ne savait pas que cela faisait partie d'une stratégie qui aujourd'hui fait qu'il y a beaucoup de francisants pour utiliser, c'est-à-dire des gens qui comprennent français et qui continuent. Donc pour moi, c'est d'abord structurer la connaissance du Nigeria et nos relations avec le Nigeria par une observation régulière, continue et publiée. Bon, moi je suis plus optimiste que lui. Vous voyez les phénomènes de proximité. Veuillez bien rapprocher votre micro, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui. Les phénomènes de proximité, ça ne se discute pas, ça s'impose. Or, nous sommes dans le même espace, très très proche. Forcément, les influences vont s'interpénétrer. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Je vous ai dit aujourd'hui, quand vous regardez l'habillement, quand vous allez à une cérémonie funéraire au Bénin ici, partout sur l'ensemble, vous croyez à Lagos. C'est une yorubaïsation de la culture. Bien que les gens ne parlent pas yoruba. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Oui, c'est une question. Vous ne pouvez pas être à côté d'une ville dont la population est supérieure à celle de la nation et dire ça ne m'intéresse pas. Et surtout, on est dans la zone urbaine où les gens ont un pouvoir d'achat supérieur au nôtre. Donc, ils ont plus de moyens de nous phagocyter sous peu. Donc, par rapport à ça, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir. Que les gens, que le gouvernement mette en place une cellule d'observation ou ils ne mettent pas. Des cellules. Ou ils ne mettent pas. D'ici 10 ans. Ça va s'imposer. Ça va s'imposer. Et vous allez vous donner raison. Si j'ai le bon de me prête vie jusque-là. Vous serez toujours là. Oui, on vous écoutera là-dessus, mais on va finir cette émission un peu comme on l'a commencé, en allant encore à la proximité. La proximité, ce qui nous est arrivé, il a quelques jours seulement, la fermeture de la frontière. Si vous devriez, disons, donner de conseils au gouvernement, quelle devrait être la réponse, la bonne réponse qu'il faut attendre, puisqu'elle n'est pas encore là, juste là? Qui prend la parole en premier? Bon, moi je crois que les États concernés par la frontière doivent nécessairement se concerter très rapidement et saisir la CEDEAO et dire que les lois que nous prenons dans le cadre de la CEDEAO sont contraires à ce que fait le Nigeria, que le Nigeria s'explique. Et je suis sûr que si ces États-là se concertent et saisissent la CEDEAO, la durée de la fermeture des frontières peut être ramenée à quelques jours seulement. Quelqu'un vous dira que la CEDEAO, c'est le Nigeria encore. Non, pas du tout. Ils vont se réunir. Oui, allez-y. Ils vont se réunir statutairement en décembre. C'est trop long. Il faut qu'ils provoquent une réunion extraordinaire pour régler la question très rapidement à l'amiable. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Les Nigériens, quand ils prennent des décisions, des fois, ils oublient l'impact de leurs décisions sur les autres. Souvent. C'est le lieu de leur rappeler qu'on est dans un système uni. Et puis, on a mis en place une série de traités de coopération transfrontalière. Dans le cadre de ces traités de coopération transfrontalière, vous ne pouvez plus agir comme vous agissez là. Et si la CEDEAO intervient dans le dossier, les Nigériens vont revoir leur position. Parce que les Nigériens n'ont aucun intérêt
a provoqué la crise dans la zone. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour moi, c'est la démarche à faire ça. Que les États concernés se concertent rapidement et saisissent la CEDEAO et demandent une réunion extraordinaire. Surtout que cette fermeture a également d'impact sur tout ce qui vient du Ghana. Mais sur de tout ce toutes les qui façons, vient écoutez, sur tout le corridor. Écoutez, la question des crises de djihad, Boko Haram, les djihadistes du Sahel et autres, elle est devenue une question récurrente qui touche tous les pays aujourd'hui. Donc un pays à lui seul ne peut pas prétendre de ça pour fermer ses frontières aux autres. C'est pas possible. Sans compter que voilà moi ma suggestion. Voilà vos conseils. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Cette fermeture, chaque fois qu'elle existe, elle a des impacts considérables sur les pays concernés. Et de tous les 4 États qui entourent le Nigeria, celui qui vit de plus du Nigeria, c'est le Bénin. Oui, Solisaka, très rapidement. Oui, et le Nigeria est un pays très susceptible. Quand on l'accuse de ne pas respecter les traités, de ne pas respecter les conventions, etc. Le Nigeria est très susceptible. Donc, et le Bénin est trop petit. C'est-à-dire que nous n'avons pas mis en place, disons, des passerelles avec les structures au Nigeria. Donc, on ne peut pas aller intervenir aujourd'hui en tant que Bénin. Donc, c'est ainsi qu'on peut, au niveau de rien qu'en demandant, en provoquant je pense une réunion extraordinaire. Je pense que le Bénin peut prendre une initiative, d'abord consulter les autres pays, montrer le Cameroun, le Tchad, montrer par la délégation, par la délégation béninoise qui ira concerter les autres pays. Le Nigeria va suivre. Parce que le Nigeria est d'abord un grand pays sur le plan diplomatique. Ne vous faites aucune illusion. Et deuxièmement, c'est que si le Nigeria voit que ces pays-là viennent ensemble, le Nigeria est obligé de mettre de l'eau dans son vin. Absolument. Et c'est ainsi que nous allons avoir une diminution. Ce qui est aussi bizarre, c'est que le Nigeria est donné le nombre de jours. Normalement, le Nigeria ne donne pas de nombre de jours de fermeture de frontières. Ce qui veut dire qu'il y a là une nouvelle évolution que je dis. Non, lié certaine politesse. Non, c'est que c'est lié, la date est liée au temps que prendra les exercices que le Nigeria veut entreprendre sur ses frontières. Nous arrivons ainsi au terme de cette émission. Très rapidement, 30 secondes chacun. Merci. Je pense que le Bénin devrait réviser à tous les échelons ses relations avec le Nigeria et surtout savoir ce que l'on peut profiter du Nigeria et comment. Moi, je pense que de cette fermeture, des 4 pays qui entourent le Nigeria, c'est le Bénin qui est le plus frappé. Donc, le Bénin doit nécessairement rapidement prendre l'initiative de se concerter avec les autres et demander une réunion extraordinaire de la CEDEAO. Merci à vous. C'était un énorme plaisir de vous avoir eu tous de Yoruba Nago. Je provoque encore, c'est volontaire. Merci à vous, professeur Yonige. Merci à vous, Solisaka. Merci à mes auditeurs. Avec Mohamed Liamidi à la technique, sans langue de bois, c'en est fini aujourd'hui. À dimanche prochain.